qu'est-ce que je dis. Alors, très bien. Donc, on va commencer par prise de refuge, développement de l'esprit d'éveil. Et comme toujours, on peut vraiment faire un moment de recueillement. Osons le mot, c'est vrai que ça fait un peu connoté, recueillement. Mais c'est bien, parce que recueillir, c'est cueillir de nouveau. C'est quand même joli ça, hein, se cueillir. On se recueille. Donc ça veut dire qu'on se prend quelque part, ou je ne sais pas où on est, et puis hop, tac, on se recueille. Donc on se replace. Se recueillir, pour le coup, ça vaut la peine de réinvestir le mot et de se dire que ben, le refuge, développement de l'esprit d'éveil, ça peut être un moment vécu de manière diverse. Ça peut être vraiment prendre refuge dans le Bouddha, Dharma, Sangha. Si on a placé toute sa foi dans les trois rares et sublimes, ça a complètement du sens. Mais sinon, c'est aussi l'éveil au sens large. Et dans ce cas, bah, finalement, chacun arrive avec ce qu'il construit, ce qu'il habite. Et dans ce cas-là, ça peut être aussi un moment justement de recueillement, un moment où on pose, on place un souhait très important. Notre vie dépend des souhaits, hein, de manière très claire. Peut-être on nous fait croire le contraire, mais en fait, s'il n'y avait pas de souhait, il n'y aurait pas d'existence et pas les formes que notre existence prend. Donc, on place un souhait important pour atteindre l'éveil. C'est magnifique ça. On souhaite atteindre l'éveil pour le bien de tous les êtres. Ça veut dire être libre de toute confusion, de toute ignorance, de pouvoir manifester l'amour, la compassion pour tous les êtres sans aucune exception. Alors voilà, c'est juste l'idée d'oser aussi, de s'ouvrir à cette dimension. Parce qu'en fait, en faisant le souhait, un tibétain mène l'âme. L'âme, c'est le chemin. Donc on fait un chemin d'aspiration. Et donc c'est intéressant de le voir aussi comme un chemin où petit à petit, à force de faire le chemin, eh bien quelque chose s'ouvre à une perspective nouvelle. Donc voilà pour la prise de refuge, développement de l'esprit d'éveil. O sangye chodan tsoge chonam chanchom parado dane chazoy dage jen tsoge besanang trola benjere sangye rumbarai sho semjen tamje dewa deve jodan dambai joj dongal da dongal ge jodan dalwarai joj dongal me be dewa damba dong dalwarai joj nyeri jada nyeda dalwa danya jambolan joj Balan Savela Maremboy Dange Jawara Bemeden Jula Kaden Jenbergane Jesonte Koson Toge Marodado Voilà. C'est un entraînement en soi, en fait. On pourrait passer beaucoup de temps à s'entraîner juste à tourner notre esprit. Énormément de choses vont dépendre de cela, d'ailleurs. De la manière dont on oriente son esprit, comment on place les choses en soi. Et la pratique du calme mental participe aussi de cela. C'est comme une mise en forme, en fait, de cette façon de voir les choses autrement. Ne serait-ce que parce que par le calme mental, sans aucun doute qu'on crée une forme d'espace, un espace d'observation, un espace où peuvent se dénouer aussi les différentes confusions qui sont les nôtres, et tout simplement parce que on se met à les observer avec peut-être tendresse, bienveillance en tout cas, certainement avec lucidité,
Et petit à petit, à force de les observer, c'est un peu comme observer un jeu illusoire, quelque chose comme une fiction. On peut peut-être commencer un jour à rire à force de regarder les fictions dans lesquelles nous sommes pris. On peut peut-être à un moment donné même avoir justement de la tendresse et de la compassion pour ces fictions qui nous emmènent tellement fort, tellement loin, parfois dans tellement de souffrance aussi. Et donc petit à petit, regarder ça avec un sourire éclairé, on pourrait dire. Et il y a peut-être quelque chose de ça. Au bout d'un moment, cette lucidité nous mène à cette compréhension. Et du coup, on peut certainement, euh, à, à force de cet exercice et de cette vision, passer à travers le voile des apparences progressivement. En tout cas, les instructions traditionnelles y font penser, parce que quand on parle par exemple, prier pour découvrir le sens ultime à travers chaque pensée qui s'élève, il y a quelque chose de ça. C'est-à-dire que chaque pensée est porteuse de la dimension la plus ultime dans les instructions du Mahamudra, qui sont les instructions directes sur la nature de l'esprit. C'est exactement ce qu'on nous dit. Alors ensuite, bien sûr, il y a toute une préparation, comme toujours, hein. C'est encore cette idée de marche et de démarche. C'est-à-dire, on va, par les préliminaires, par les manières de penser qu'on cultive, par les actes que l'on pose, tout cela va nous préparer sans cesse à un accomplissement plus profond. Mais l'accomplissement ultime, ce sera de toute manière que, en tout cas selon cette tradition, mais je pense que ce serait en correspondance avec beaucoup de traditions, ça correspondra toujours à voir l'ultime à travers l'illusion des apparences, un peu de manière systématique en fait. Et donc c'est le souhait qu'est fait, hein. Il y a des prières magnifiques là-dessus. Puissais-je réaliser le corps de vacuité à travers chaque phénomène mental qui s'élève en mon esprit. Il y a des choses comme ça. Et donc on est au cœur de ça. Mais pour aborder ça, bah, d'abord du calme, pas dans le sens, comme on dit, tais-toi à quelqu'un qui fait trop de bruit, mais du calme dans le sens être avec, toujours. C'est-à-dire que le calme va surgir de notre attitude. Il ne va pas surgir d'un ordre que l'on donne à l'esprit, mais il va surgir d'une attitude. Et c'est une attitude où il y a bah, justement de l'espace pour la distraction, de l'espace pour toutes les pensées qui sans cesse nous agitent, et un espace où l'on est attentif et présent. Quelque chose se joue et nous sommes là, en fait. Et dans le nous sommes là, il y a une possibilité de voir les choses se manifester et les laisser disparaître aussi, les voir disparaître. Il y a petit à petit comme un point, un point stable, comme une dimension stable au cœur de quelque chose qui peut être tourmenté, en fait. Mais il peut y avoir de la stabilité. Et en fait, cette stabilité, elle va simplement venir en s'entraînant à cette qualité de présence, présent à soi-même, présent à son corps, présent dans le sens de juste là, hein. C'est pas non plus si compliqué, en tout cas en termes d'instruction. Après, effectivement, être juste là, c'est tout un enjeu. Sommes-nous juste là? Et juste pas dans le sens juste par rapport à faux, mais juste dans le sens simple, c'est-à-dire simplement là. Ça, c'est toute une affaire. Mais on s'y entraîne. Et c'est peut-être la première des choses qu'on peut faire, c'est se poser, poser le corps, poser l'esprit, euh, juste tâcher d'être là. Et si on n'arrive pas à être là, ben, tâcher d'être là avec nous qui n'arrivons pas à être là. Vraiment, avec cette même simplicité. On se prend tel qu'on est finalement. Qu'on n'y arrive pas, c'est peut-être la première étape justement. C'est de se prendre tel qu'on est, c'est le meilleur moyen d'y arriver. Parce que si on se dit qu'on n'y arrive pas, on n'y arrivera jamais. Donc, non, on part vraiment de là où nous sommes. Et on fait cet exercice dans un premier temps.
Une petite pause. Ça va, Serge? En fait, en procédant de cette manière, euh, c'est un peu comme si la présence du support, elle se propose d'elle-même. Le support, c'est le lieu où on place notre attention, normalement. Quoi, c'est toujours ça, le support, en tout cas dans cette approche méditative. Le support est variable. Le support, ça peut être les différents phénomènes mentaux qui s'élèvent, mais ça, c'est une approche compliquée, parce que très vite, ça peut mener à une forme de distraction. Ça peut être les différentes sensations qui sont liées aux différentes consciences sensorielles. C'est pas toujours évident non plus, mais c'est pour ça qu'en général, on simplifie ça. D'ailleurs, les instructions le disent. Si parfois on a trop de pensées, c'est marrant, par exemple, dans le Dakpota Gen, un texte très important de Gampopa, qui était le disciple de Milarepa, il parle des différentes émotions perturbatrices, c'est-à-dire ce qu'on appelle les kleshas, c'est-à-dire tout cela qui intérieurement est toxique et nous illusionne complètement et mène à toutes sortes de souffrances. Et il propose plusieurs antidotes. Et il dit, si en fait, alors il parle de l'amour à l'égard, comme antidote à l'égard de la colère, etc. Il développe toute une forme d'argument. Puis ensuite, il dit, puis si on les a toutes, dans ce cas-là, on peut se placer sur le va-et-vient du souffle. Alors c'est assez drôle parce que... mais c'est doublement intéressant parce qu'évidemment, on les a toutes, toujours. Donc le va-et-vient du souffle est simple. Et donc on peut l'aborder du coup facilement aussi. Et donc c'est très très bien. Et puis en même temps, ça veut dire que la pratique du calme mental, selon Gampopa, en tout cas dans cette partie du texte, c'est pas forcément méditer. C'est quoi méditer? C'est-à-dire, nous, quand on dit méditer, ça veut dire on est assis puis on fait rien, en gros, hein, dans la représentation traditionnelle ou classique qu'on peut en avoir. Mais méditer, c'est tout ce qui va concourir à la pacification de l'esprit aussi. C'est-à-dire la réflexion, l'écoute, tout cela intervient comme pratique méditative. Parce que finalement, là, je vous parlais de l'amour par rapport à la colère comme antidote dans ce contexte, mais développer cette pensée est quelque chose qui va naturellement calmer l'esprit aussi. Donc, de la même manière, hier dans un enseignement avec Shari Könchon Tenzin, et il y a une question très intéressante sur à quoi nous sert finalement cette méditation sur l'impermanence, et lui disait, mais c'est clair que la pleine réalisation de l'impermanence fait qu'il y a des tas de pensées qu'on ne va pas avoir, naturellement, et des tas d'attitudes, d'ailleurs, que nous n'aurons pas. Parce que tout simplement, à un moment donné, voilà, toutes ces démarches, autant contemplatives, autant réflexives, autant méditatives, concourent à la pacification. Donc là, ce qu'on est en train de faire, cette présence, fait qu'on va se placer naturellement sur ce qui, dans ce contexte-là, est le support. Et le support, ce sera le va-et-vient du souffle ou le mouvement du corps. Puis ensuite, on peut effectivement décider d'opérer ce décompte, histoire de cultiver un peu plus la concentration, pour nous permettre de ne pas trop divaguer à gauche et à droite. Mais encore et toujours, si l'on voit de la distraction, si on est conscient de ce mouvement de distraction et que l'on ne s'y attache absolument pas, on revient naturellement au support. C'est pas non plus problématique. Il ne faut pas non plus imaginer le support comme une interdiction faite aux pensées de pouvoir s'élever. C'est pas non plus comme ça qu'on voit les choses. Parce que dans ce cas-là, ça voudrait dire qu'on crée une situation d'empêchement pour que quelque chose ne se manifeste pas. Et c'est pas l'idée. C'est l'idée d'une attitude qui va faire que naturellement,
même si ça se manifeste, ça perd son caractère distrayant. Et ça, c'est très différent. Parce que faire cesser quelque chose, il y a toujours... C'est un peu artificiel d'une certaine manière. Ça peut avoir son sens dans certains cas, mais il y a quand même un effort. Tandis qu'ici, du fait de cette approche par la présence, ben, normalement, on peut se permettre de moins être dans l'effort qui nous pousse à produire quelque chose. Et le calme se place parce que justement tout concourt au calme, en fait. Et c'est notre attitude intérieure à l'égard des phénomènes mentaux, à l'égard de la distraction, qui fait qu'il y a moins de distraction. Souvent, je me rappelle la Matondong disant, si on observe l'essence de la pensée, elle s'arrête déjà. Elle disparaît d'elle-même. Il n'y a même pas besoin de vouloir la faire s'arrêter. Suivant la manière dont je la regarde, alors, bien sûr, si je ne suis sensible qu'à ses caractéristiques, donc je vais m'y accrocher, je vais construire quelque chose. Mais si j'observe son essence n'est pas sa forme. Hein. Sa forme, ça peut être une préoccupation pour quoi que ce soit dans l'esprit, qui va s'élever, etc. Ça, c'est sa forme. Mais son essence, c'est quoi? Donc, après, à nous de voir. Qu'est-ce que l'essence d'un phénomène mental? Donc, dans cette instruction, il n'a jamais répondu à cette question. Il a toujours dit, juste regarde l'essence des phénomènes mentaux. Mais c'est très intéressant qu'il n'ait pas répondu à ça. Parce que justement, en observant, eh bien, petit à petit, peut-être qu'on finit par comprendre quelque chose de ça. Et tout à coup, on s'attache moins à la forme des pensées que justement, l'on ne cherche à observer l'essence de ces phénomènes mentaux. De toute façon, l'essence de ces phénomènes mentaux, sans même dire ce que c'est, on peut assez rapidement percevoir que c'est insaisissable. Il y a quelque chose de totalement fugace, d'immatériel. Mais en fait, nos distractions et nos perturbations ne viennent que de la matérialisation des pensées. Mais elles ne le sont pas. Mais nous, on les matérialise. On les rend solides. En fait, on passe notre temps à rendre solide ce que l'on perçoit, alors que tout est fluide. Voilà, on va continuer.
une petite pause.
Voilà, on est arrivé à la fin de cette session. Donc, on va conclure avec une dédicace, bien sûr. Sonam de tam jazambane tomne nyebe tanam baden kenga na jambala dobai sebe zole do warai shu. Merci beaucoup et belle journée. Et puis à ce Merci, soir, bonne journée. bonne journée et à ce soir peut-être 18h30. Il y a une autre session et puis à bientôt de toute manière. Ok. Allez. Et la session, je veux dire, la qualité, ça va? Ça a été? C'était pas trop haché? Non? C'était bon? Ah, parfait, Marie-Bonne, tant mieux. Super. Tant mieux. Alors, c'est bien. Donc, il n'y a pas eu Il trop y de avait eu problèmes un de peu de connexion. bruit. Allez, belle journée à vous toutes et tous. Au revoir. Au revoir. Merci. Merci. Yep.